Alliance, nouveaux soldats, stratégie, coup bas. À 1 an des élections municipales, la bataille pour gagner la mairie de Paris a déjà commencé. Dans chaque camp, on prépare ses armes, car les enjeux nationaux sont de taille. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez La Conquête de Paris, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Épisode 1, les héritiers d'Anne Hidalgo. J'ai décidé de me présenter à Paris. À Paris, il y a des embouteillages. Paris. Vous êtes messieurs, mesdames, les journalistes, convoqués au Dati Show. C'est aussi anecdotique que votre score à l'élection présidentielle. Faites-vous élire ici, puis on en reparlera. À nous, Paris. Pour cette série, chers auditeurs, je vous propose une partie grandeur nature de Risque, ce jeu de plateau où chacun doit conquérir le monde avec son armée. Ici, la bataille n'est pas internationale, mais se joue à Paris et on en connaîtra le vainqueur en mars 2026 lors des élections municipales. Les joueurs, ce sont les différents candidats au poste de maire, pour le moment assez nombreux, à gauche comme à droite. Et dans une guerre, il y a souvent des luttes fratricides, Paris n'échappe pas à cette règle. En 1998, le RPR se déchire entre Jean Tibéri et Jacques Toubon. Devenu l'UMP, la droite doit gérer le duel de 2014, l'entrepreneur Charles Beigbeder contre l'ancienne ministre Nathalie Kosciusko-Morizet. Lors des dernières élections en 2020, c'est dans le camp présidentiel que la tension monte. Cédric Villani veut affronter Agnès Buzyn. Aujourd'hui, c'est à gauche qu'on se divise. Anne Hidalgo, à la tête de la capitale depuis 2014, a déjà annoncé qu'elle ne se représenterait pas. Alors le PS cherche son meilleur candidat pour reprendre le flambeau, au risque de fracturer le Parti socialiste. Le plateau de jeu est prêt, on y trouve Paris avec chacun de ses arrondissements, autour les différents joueurs et leurs équipes, par exemple en bleu Rachida Dati, LFI en rouge, en vert bien sûr les écologistes, et aujourd'hui nous allons commencer avec les pions roses, ceux des socialistes. Pour ce début de partie, j'ai convié autour de la table Mathias Corasco, journaliste au service politique de l'Express qui suit la gauche. Nos pions roses, ils sont divisés en deux et pour le moment, on ne sait pas trop avec lesquels on va jouer. Il y a 2 meneurs de jeu chez les Roses. Le premier, c'est Rémi Féraud. C'est un sénateur de Paris, c'est le président du groupe de la majorité municipale au Conseil de Paris, l'ancien maire du 10e arrondissement et c'est l'un des grands fidèles d'Anne Hidalgo. Mais quand même quelqu'un d'assez peu connu médiatiquement, il a assez peu de surface médiatique. Un seul objectif, c'est de faire gagner la gauche en mars 2026 et de faire que la belle histoire entamée avec l'élection de Bertrand Delanoë en 2001 se poursuive. L'autre joueur, c'est Emmanuel Grégoire. Emmanuel Grégoire, il a une longue carrière politique à Paris. Il a d'abord travaillé au cabinet du Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Entre 2018 et 2024, c'est le premier adjoint de la maire de Paris. Et quand Anne Hidalgo le nomme premier adjoint en 2018, c'est pour lui transmettre a priori les commandes ensuite. Tout le monde voit en lui l'héritier. Sauf que 6 ans plus tard, ce n'est pas le choix qu'a fait Anne Hidalgo. Finalement, Hidalgo a choisi Rémi Féraud, je la cite. Rémi a vocation à devenir le prochain maire de Paris. Ça n'est pas moi qui décide, je n'impose rien, je donne simplement une indication. Ce sera aux militants socialistes parisiens d'en décider. Mais visiblement, c'est Rémi Féraud qui est adoubé. Elle estime que lui, il a la solidité, le sérieux et la capacité de rassemblement nécessaire pour diriger Paris. C'est marrant parce que Emmanuel Grégoire, il a une formule assez drôle. Il dit que Bertrand Delanoë, qui est le prédécesseur d'Anne Hidalgo, n'a pas adoubé Anne Hidalgo jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment. Et finalement, c'est au dernier moment qu'il l'a adoubé. Ça fait 6 ans qu'Anne Hidalgo adoube Emmanuel Grégoire, pour au final ne pas le choisir. Mais même s'il n'a pas été désigné comme héritier d'Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire n'est pas vraiment hors jeu. Emmanuel Grégoire, il a décidé par lui-même de reprendre les clés de son destin. Il a annoncé le 18 novembre dernier qu'il sera candidat. Il a certes plus les faveurs ni le soutien d'Anne Hidalgo, ça fait des mois et des mois qu'ils sont en froid. Je veux être maire de Paris parce que j'aime passionnément cette ville. C'est mon engagement de cœur et de vie depuis plus de 25 ans, notamment aux côtés de Bertrand Delanoë et de Anne Hidalgo. Emmanuel Grégoire a changé de poste. Déjà, il est devenu député du Nouveau Front Populaire lors des dernières élections législatives après la dissolution à l'été dernier.
C'est d'ailleurs en fait l'une des principales raisons officielles qu'Anne Hidalgo convoque. Elle dit qu'il a fait le choix de partir à l'Assemblée nationale pour porter le combat contre l'extrême droite. Et elle indique aussi, avec un peu de malice, qu'il y aura visiblement une dissolution d'ici la fin 2025 et que de ce fait, Emmanuel Grégoire ne pourra pas être candidat à l'Assemblée nationale et à la mairie de Paris. Des tensions entre les deux depuis la dissolution et à cause du choix de l'ancien premier adjoint. Mais Anne Hidalgo a aussi contre Emmanuel Grégoire des griefs plus anciens. En fait, il y a énormément de raisons officieuses pour lesquelles elle a choisi de ne pas adouber celui qui était son dauphin jusqu'à il y a quelques mois. Il avait dit en 2020, Emmanuel Grégoire, dans un entretien à M, le magazine du Monde, qu'il avait envie de devenir maire de Paris. Il avait formulé finalement ses ambitions. Ça, elle lui a pas trop pardonné parce qu'Anne Hidalgo, elle avait envie de rester maître des horloges et elle n'avait pas du tout envie d'ouvrir le sujet de sa succession à ce moment-là. La fonction de premier adjoint, c'est protéger le maire et protéger l'équipe qu'il y a derrière le maire. Je ne peux que constater que Emmanuel Grégoire n'a pas rempli ce rôle-là, il n'a pas fait ses preuves. Oui, il y a de l'ordre de la trahison. Ensuite, il y a eu l'affaire du Tahiti Gate pour préparer les JO. C'était une polémique autour d'un déplacement de la mer de Paris dans le Pacifique. Et après 3 jours à Nouméa, la visite pré-olympique à Tahiti, c'était la principale justification de cette étape. C'est ballot parce qu'après moult versions différentes, on a enfin compris, et c'est la presse qui l'a révélé, pas la mairie, qu'Anne Hidalgo n'avait finalement jamais mis les pieds sur ce site de surf des JO. Elle a dû envoyer ses adjoints pour ne pas rogner sur la suite de son voyage, c'est-à-dire 15 jours de vacances privées. Et elle a considéré qu'Emmanuel Grégoire ne l'avait pas assez défendu quand toutes les enquêtes de presse et les attaques de l'opposition faisaient florès. Et surtout, en fait, elle lui reproche d'avoir voulu, d'une certaine façon, s'émanciper trop vite et de prendre le prétexte de sa débâcle personnelle présidentielle en 2022, où je rappelle, elle a quand même fait 1,7%, pour avoir cru en son heure juste après, quoi. Les deux héritiers d'Anne Hidalgo se connaissent donc très bien et ont longtemps travaillé ensemble. Je me souviens que juste après son annonce à la candidature, Emmanuel Grégoire disait à quel point c'était quand même un peu compliqué pour lui. Il disait que lui et Rémi Féraud, c'était quand même 20 ans de compagnonnage politique. Après, visiblement, ils ont fait les choses assez, entre guillemets, proprement. Du moins, ils se sont prévenus en amont. Je regrette qu'il soit, entre guillemets, l'instrument d'une vengeance. Clairement, je l'identifie comme ça, d'Anne Hidalgo. Elle m'a accompagné pendant des années dans cette ambition. Elle a changé d'avis et elle a le droit. Mais depuis, c'est la guerre entre eux, c'est surtout la guerre entre leurs entourages respectifs. Et quand on voit le début de campagne, et cette campagne va être encore assez longue, on se dit que ça pourra dégénérer encore plus. Les joueurs roses progressent donc en ordre dispersé et chaque mouvement de troupe est scruté par l'autre camp. Le moment où Anne Hidalgo adoube officiellement devant les caméras et avec tous ses soutiens Rémi Féraud, qui doit être donc son dauphin, elle lui remet son écharpe, qui est son porte-bonheur, celle avec laquelle elle estime qu'elle a gagné la mairie en 2020. Et au moment de s'adresser à Rémi Féraud, elle se trompe de prénom. Il y en a qui peuvent plus rassembler que d'autres. C'est tout à fait le cas de Emmanuel Grégoire. C'est vraiment le cas de Rémi Féraud. Et moi, je suis la reine des lapsus. La campagne s'annonce donc sous tension. Alors, pour partir à la bataille, il faut s'assurer d'avoir des alliés et préparer ses armes. Rémi Féraud, il peut compter sur l'appui des cadres locaux et surtout sur l'appui d'Anne Hidalgo. C'est-à-dire que Anne Hidalgo a convoqué tous les maires d'arrondissement socialistes et les a gentiment enjoints à soutenir son candidat. Chose que tous les maires d'arrondissement vont officiellement faire. Après, officieusement, c'est vrai qu'à demi-mot en off, certains nous confient que devant l'urne, ils seront souverains de leur propre choix. Rémi Féraud fait campagne sur la continuité, il le dit lui-même, je le cite, que c'est avec sa candidature de cohérence et de constance que les socialistes pourront l'emporter en 2026. C'est-à-dire, en fait, il joue la continuité d'Anne Hidalgo à fond. Au début de l'année, les socialistes parisiens ont reçu un mail envoyé par la Fédération de Paris et signé Rémi Féraud. Et ça n'a pas plu à Emmanuel Grégoire. Les proches d'Emmanuel Grégoire accusent la Fédération socialiste de Paris de mettre tous ses moyens à disposition au service des intérêts d'un seul des deux candidats. Il
Il faut savoir aussi qui est à la tête de la Fédération de Paris. C'est Lamia El Harraj, une adjointe et la plus fidèle des fidèles d'Anne Hidalgo. Et donc le procès en partialité du processus est tout trouvé. Rémi Féraud peut donc compter sur le soutien officiel de nombreux maires parisiens, mais Emmanuel Grégoire a lui aussi des alliés de poids. Il y a d'abord pas mal de députés socialistes du courant d'Olivier Faure. Donc globalement, c'est l'aile qui appartient à la direction du parti. Après, Emmanuel Grégoire, il a une stratégie qui est toute trouvée par rapport à ce que j'ai dit avant. C'est-à-dire que si lui estime que Rémi Féraud joue et surjoue le soutien d'Anne Hidalgo et de tous les cadres et de tous les maires d'arrondissement, lui va jouer la base et va jouer les militants qui le soutiennent face aux cadres. Emmanuel Grégoire compte aussi dans son camp un soutien majeur, Olivier Faure, le premier secrétaire du PS. Il a officialisé son soutien à Emmanuel Grégoire en décembre. Il en a profité pour piquer Hidalgo. Je le cite, « Je suis fidèle au lapsus d'Anne Hidalgo. Elle a fait le bon choix », en parlant par erreur d'Emmanuel Grégoire. Parfois, et je le cite encore, les lapsus sont révélateurs et celui-là l'était particulièrement, je pense. Pour avancer dans le jeu, c'est le moment de jouer la carte primaire. Ce sont les 3700 militants socialistes de Paris qui vont départager les candidats, mais là encore, la partie n'avance pas vraiment. Rémi Féraud et Emmanuel Grégoire, ils s'étaient mis au départ d'accord sur la date du 13 mars, donc un an avant le scrutin municipal. C'était autour d'un café avec Lamia El Harraj, donc la chef de file des socialistes parisiens. Mais le délai a finalement été rallongé. La fédération parisienne, qui est chargée d'organiser cette primaire interne, le justifie par le contexte national. En réalité, c'est l'entourage et c'est les amis d'Emmanuel Grégoire qui l'expliquent, c'est que en fait, les soutiens de Rémi Féraud ont tout intérêt à éloigner la date du scrutin pour la bonne et simple raison que pour l'instant, Rémi Féraud n'a pas encore totalement percé le mur du son. Et en fait, ce serait une stratégie pour épuiser Emmanuel Grégoire dans le même temps. Et finalement, la date a été tranchée dans la douleur début mars au 30 juin prochain, qui est quand même un bon compromis entre ce que demandait Emmanuel Grégoire, c'est-à-dire le faire en mars, et ce que demandait Rémi Féraud, c'est-à-dire le faire après l'été. Lors de ces primaires du PS en juin, Emmanuel Grégoire et Rémi Féraud devront aussi compter sur une nouvelle joueuse, Marion Valère. Marion Valère, c'est une ancienne conseillère d'Anne Hidalgo. Elle est actuellement directrice du pavillon de l'Arsenal, qui est un centre d'urbanisme et d'architecture à Paris. Et c'est vrai qu'elle a créé la surprise avec cette annonce. Elle n'est pas très connue du grand public. Et justement, en fait, elle fait campagne sur ça, sur le fait qu'elle n'appartient à aucun clan, qu'elle veut incarner une troisième voie. Après, comme les deux autres, finalement, elle est quand même alignée avec le bilan de la maire sortante. Et elle se vante d'être une, je cite, bébé Hidalgo. Derrière les joueurs Rémi Féraud et Emmanuel Grégoire se cachent en réalité deux maîtres du jeu, Anne Hidalgo et Olivier Faure. On devine que la partie est finalement plus grande et révèle des enjeux nationaux. Dans les règles du risque, tous les joueurs doivent tirer une carte pour définir la mission qu'ils vont accomplir durant la partie. Et du côté du PS, la tâche n'est pas simple, conserver la mairie de Paris sans fracturer le camp socialiste. La situation, elle est aussi révélatrice de l'éternelle querelle des courants socialistes en vue du congrès qui se prépare. Il faut dire qu'au PS, les tensions étaient montées d'un cran avec la dernière motion de censure. Olivier Faure, est-ce que François Hollande est un bon camarade ? C'est un camarade, voilà. Un bon camarade. C'est un camarade qui défend sa propre ligne, qui n'est pas la mienne. Il y a eu aussi les tractations pour Matignon, qui ont un peu ravivé l'éternel conflit entre les tenants d'un rapprochement avec Jean-Luc Mélenchon et les pourfendeurs d'une alliance contre nature. Et puis ces violentes divisions, elles ont été étalées sur la place publique. Enfin, au sujet de l'éventuelle nomination de Bernard Cazeneuve. Olivier Faure est donc pointé du doigt par Anne Hidalgo y compris. Elle disait d'ailleurs à l'été que le premier secrétaire du PS avait cet été l'opportunité de pouvoir à un moment ou à un autre mettre toute sa force dans la bataille pour avoir un Premier ministre de gauche, mais qu'il ne l'a pas fait. Donc en fait, elle l'accuse d'avoir empêché, d'une certaine façon, Bernard Cazeneuve de devenir Premier ministre. Olivier Faure, c'est l'ennemi numéro 1 d'Anne Hidalgo au PS.
et Paris ne fait que raviver la querelle. Olivier Faure a longtemps été l'ennemi numéro 1 d'Anne Hidalgo, pour des raisons anciennes, parce qu'elle estimait qu'il lui avait tiré dans les pattes pendant toute la campagne présidentielle de 2022, mais aussi pour une question stratégique. Le post-2022 et législatif de 2022 où la NUPES s'est constituée et le NFP, c'est toujours le même reproche qu'elle lui a fait. D'ailleurs, je la cite, elle disait qu'Olivier Faure emmenait tout le monde dans le mur en restant, je cite encore, dans l'ombre de Mélenchon. Elle, en soi, elle a une volonté stratégique plutôt de se rapprocher de places publiques, partie de Raphaël Glucksmann. Elle veut créer un nouvel Épinay, une référence à quand en 1971, le PS a un peu réuni la grande famille des socialistes. Mais on voit quand même que le contexte change et que Anne Hidalgo organise ses détestations aussi de façon un peu concentrique. Il y a des rumeurs qui circulent en ce moment. Visiblement, Anne Hidalgo déteste plus Emmanuel Grégoire qu'Olivier Faure. Je ne pourrais pas soutenir quelqu'un qui, ces 2 dernières années, a passé son temps à me tirer le tapis sous le pied. Et c'est peut-être la raison pour laquelle elle a envoyé l'un de ses lieutenants, le sénateur David Assouline, discuter il y a quelques semaines avec Olivier Faure. Et visiblement, la rumeur qui circule, c'est de dire que David Assouline a demandé à Olivier Faure de débrancher Emmanuel Grégoire en échange d'un soutien de la Fédération de Paris au prochain congrès des socialistes. Anne Hidalgo reproche donc à Olivier Faure sa proximité avec Jean-Luc Mélenchon. Et pour Paris, en 2026, la maire sortante ne veut surtout pas d'un retour du NFP. Elle en a jamais voulu, mais pas grand monde finalement en veut à Paris, à gauche de ce nouveau Front populaire. À la limite, il y a les écolos qui le veulent parce que les militants ont acté que le chef de file écologiste fera tout pour réunir les gauches. Mais ni Emmanuel Grégoire ni Rémi Féraud ne souhaitent une union avec LFI. D'ailleurs, ils ont des mots très durs à propos de ce parti à Paris. L'objectif en soi, pour la plupart, il est assumé, c'est de réunir dès le premier tour la majorité municipale sortante pour le prochain scrutin. Pour certains, c'est aussi ça qui se joue à Paris, c'est l'état du nouveau Front populaire, mais pas pour les socialistes. Je prépare donc déjà le plateau pour le prochain épisode. Nous allons nous intéresser à la place que tente de prendre le reste de la gauche dans cette partie, et on sera toujours accompagné de Mathias Corasco. Pour lire ces articles et tous ceux du service politique, rendez-vous, chers auditeurs, sur notre site l'express.fr. Le premier mois d'abonnement numérique est en ce moment au prix d'€1. Vous pouvez également y écouter tous les épisodes de La Loupe ou vous rendre sur n'importe quelle plateforme d'écoute de podcast, Deezer, Spotify ou Castbox par exemple. La Conquête de Paris est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, réalisé par Jules Cros. À demain.